Bonjour le monde, bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ma première vidéo de toute ma vie. Alors ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que des gens qui me connaissent qui vont me regarder, donc bonjour encore plus à vous personnellement et j'espère vous intéresser, surtout vous faire plaisir à vous expliquer un film, j'espère de A à Z, on va dire. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner une petite introduction, ensuite le narrer, l'expliquer en entier, comment moi je l'ai vécu. Ça, ce sera la grosse période spoilage de la vidéo. Et puis enfin, mon analyse du film, qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, Akira, de Katsuhiro Otomo. Alors, pourquoi faire des vidéos de films pour commencer? Parce que c'est sans doute ma plus grande passion. Euh, Hors professionnel, que j'adore être passionné pour un film, que ce soit dans son amour ou sa détestation. C'est pour ça que celui-là fera partie de la catégorie de mes 5 étoiles. Et il y aura une autre catégorie qui s'appellera mes films 1 étoile. Je pense que je me ferai un plaisir de faire, enfin j'en parlais récemment avec un ami, Inception de Nolan, qui sera sans doute mon premier film 1 étoile quand je commencerai à en faire. Pourquoi les 1 et 5 étoiles? Parce que à l'époque, j'allais sur Allociné et que j'adorais aller voir les films que j'avais aimés et voir les 5 étoiles, les commentaires des internautes pour vérifier qu'on était d'accord. Et la même chose pour les films que j'avais détestés, aller voir les 1 étoile. Et encore une fois, c'était pour le plaisir, quoi. Pour le plaisir aussi, c'est bon d'aller voir un très mauvais film et voir les gens qui mettent 5 étoiles et leurs critiques toutes pourries. Bref, donc passons au film du jour qui était en salle, qui est toujours en salle d'ailleurs, avec une remasterisation 4K, comme ils disent, euh, Akira. Akira de Katsuhiro Otomo, qui est sorti en 88, inspiré d'une BD qui est en 13 volumes dans mon souvenir, qui elle a commencé en 82 et s'est terminée en 90. Donc on voit bien déjà qu'il y a un chevauchement. Le Akira, le film est sorti avant la fin de la BD. Et vu la densité de la BD, effectivement, on n'aura pas tout dans le film d'Akira, ce qui fait un peu, pour moi, un peu le plaisir aussi du film. Akira, après, personnellement, bah, mon premier fils, son deuxième prénom, c'est Akira. J'ai réussi à caler ça à ma femme, donc je suis un peu fier du truc. J'adore. Je l'ai vu quand j'avais, je pense, 16 ans, 15-16 ans. Et ça a été ma première claque cinématographique tout seul chez moi, avec un manga en plus, donc un dessin animé. Euh, c'est un film qui est pas là pour forcément vous mettre la joie au cœur, à part pour la beauté de la réalisation et des images, mais c'est pas un film patate quoi. C'est patate violente, c'est pas un feel good movie. Euh, mais bon, on en verra et on en parlera dans l'analyse. Donc le film, passons à l'analyse. Euh, c'est un one shot, hein, c'est un premier test, donc effectivement, je vais essayer de couper ça, et si j'arrive pas à couper, bah, vous aurez tout. Passons à la narration du film. Hmm. Donc c'est maintenant que vous regardez dans la vidéo, hein, dans le titre, et que vous zappez complètement cette partie-là, si vous voulez pas avoir de spoil. De gâchage de film, pardon. On va essayer de parler français, j'ai un béret à la française, je suis français, je parle français. Il y a des limites avec les anglicismes. Donc le film commence sur un plan large où on a toute la ville qui est montrée ainsi, et puis un dôme commence à apparaître, noir, et c'est une genre de grosse explosion. Alors, explosion nucléaire, explosion pas nucléaire, c'est tout le propos du film. Mais on voit cette explosion qui ravage la ville, et il y a un plan de coupe, et on arrive sur là un plan, on va dire, vue météorologique d'une ville qui a l'air beaucoup plus moderne. Et on comprend qu'on est 30 ans plus tard à Néo-Tokyo. Donc la ville a été détruite 30 ans auparavant et
on arrive dans cette nouvelle ville avec des immeubles gigantesques qui doivent faire 500 ou 1000 étages, en plein milieu d'une émeute. On sent qu'il y a une tension de la population, une tension vivace tout le long du film. De toute façon, ces émeutes reviendront régulièrement, ponctuent le film en permanence. Et c'est le début d'un combat au milieu de cette émeute entre les policiers et les émeutiers. Et, euh, et deux histoires vont se suivre, vont s'entrecouper l'une l'autre, entre un homme qui tire derrière lui un petit garçon tout blanc, émacié, avec un visage vieilli, qui sera un protagonisme important, et qui est poursuivi d'abord par deux chiens, puis par la police, pour finalement être abattu alors qu'il dit à l'enfant de s'en aller. Euh, pendant ce temps-là, une jeune demoiselle reconnaît l'homme qui va se faire tuer par la police et abasourdie et stupéfaite par la violence de l'acte, parce que c'est très très bien filmé. Hein. Le gars se fait exploser la tête aux armes à feu. Bon, effectivement, c'est pas des vidéos pour les enfants, quoi. Mais c'est extrêmement bien rendu. Et on voit aussi l'enfant, donc ce jeune gamin là, tout blanc, euh, disparaître petit à petit et jusqu'à disparaître complètement. Et cette jeune demoiselle est témoin de cette, on va dire, téléportation, on imagine. Parallèlement à tout ça, on a juste une bagarre, ou plutôt même, allez, une bagarre sanguinaire entre deux clans de Bosozoku. Donc deux clans de motards, de jeunes adolescents. Le clan de Keneda, le personnage principal, avec Tetsuo aussi, qui est lui plutôt un sous-fifre dans le clan, et le clan des clowns, qui sont habillés en clown avec des maquillages de clown. Voilà, ils n'ont pas l'air choucards non plus, hein, faut pas se leurrer. Et ils se mettent sur la gueule pendant, on va dire que ça va durer 5-10 minutes, cette première scène, mais très importante parce que on voit déjà la dominance de Keneda, sa prestance, sa putain de moto rouge qui est fabuleuse et extrêmement bien designée, tout le jeu de lumière qu'on va avoir, les combats sur l'autoroute, la ville en fond qui reste tout le temps présente et qui écrase les perspectives. Et parallèlement à ça, Tetsuo, qui a une moto bien plus humble, pour l'appeler ainsi, qui va, lui, se séparer du groupe et va réussir à choper un clown, sans doute son premier clown tout seul, lui casser la tête avec une barre de fer, mais malheureusement, au milieu de la bretelle d'autoroute, apparaît juste devant lui le petit garçon qui se retéléporte là, en fait, à cet instant précis. Et on voit une main comme ça, avec le numéro 26 écrit dessus, et une explosion énorme. Et vous avez vu l'effet spécial. Dès ce moment-là, l'intrigue peut commencer, parce que l'élément perturbateur reste ce petit garçon, et on ne sait pas ce qui se passe. Donc Keneda et le reste du gang arrivent à récupérer Tetsuo, sont très inquiets puisqu'il est affalé au sol. Ils remarquent le petit garçon, disent que fais-tu ici, jeune Manon, jeune fifrelin. Bon, bien sûr, il ne répond pas. Et d'un seul coup apparaissent, dans un superbe éclat de lumière et très bien rendu, des hélicoptères de l'armée. En tout cas, on peut tout de suite se dire que c'est pas la police municipale de Tokyo, hein, de Néo-Tokyo, qui viennent, qui euh, s'occupent des jeunes racailles, on va dire comme ça, hein, en les mettant au sol et en les contrôlant, amènent Tetsuo dans l'hélicoptère, dans une civière, et le garçon, avec, on remarque, un autre garçon, le même type, c'est-à-dire un peu bouli, un peu comme moi, mais blanc, émacié, visage comme un progérien en fait, dans un genre de fauteuil roulant, mais volant. Voilà pour le début de l'intrigue. L'élément perturbateur vient très tôt, à part cette première scène qu'il ne faut pas oublier, parce que pourquoi est-ce qu'on nous montre une scène d'explosion dans la ville?
peut se dire que quand même, ce serait dommage qu'il n'y en ait qu'une seule. Hein. C'est bien la loi des séries. Cut, et on arrive à la suite. Les adolescents ont bien été attrapés par la police militaire, donc sont dans un grand stade reconverti en centre d'interrogatoire pour tous les émeutiers, toutes les racailles, les délinquants, tous les criminels qu'il peut y avoir. La police est débordée. La ville, de toute façon, elle est comme ça. Elle est prise à la gorge. Mais ils font ce qu'ils peuvent. Le petit gang va être libéré. Et à ce moment-là, Kaneda repère Kay. Kay, c'est la jeune demoiselle qui avait été témoin de l'exécution sommaire du monsieur qui avait sauvé le numéro 26. On l'appelait numéro 26, celui qui avait son numéro là. Et Kaneda commence à draguer un peu bon an mal an comme le font les gars de 16 ans, c'est-à-dire comme de la merde, faut le dire. Et elle repère dans la rue, une fois sorti, un de ses collègues rebelles, pour les appeler les rebelles, et va aller le rejoindre et ils se perdent. Donc on arrive dans le lycée des adolescents, puisqu'il faut quand même aller en cours quand on s'emmerde, pour finalement être dans une salle de classe qui résume très bien les salles de classe comme les fantasmes dans un monde dystopique, à savoir un prof qui parle tout seul, des élèves qui n'écoutent pas, qui jouent de la gratte, la moitié qui dorment, un seul avec des bouquins et des lunettes, mais c'est cliché au possible. Hein. Pour finalement arriver dans le bureau du directeur ou du sous-directeur et le surgé qui leur met une claque de forain, mais une vraie belle claque de forain dans la gueule à chacun pour qu'ils repartent vers leurs aventures. Pendant ce temps-là, Tetsuo, lui, est dans un genre de scanner high-tech, hyper moderne, où des scientifiques évaluent ce qui lui est arrivé. Est-ce que oui ou non, la confrontation avec le numéro 26, qui clairement, lui, a des pouvoirs psychiques, au moins, il arrive à se téléporter. Bon, déjà, c'est bonhomme. Et le scientifique va expliquer à un colonel, on sait tout de suite que c'est un colonel, on sait tout de suite que c'est le sosie de Jean Reno avec une coupe de militaire, et lui montre un détecteur d'aura, un genre de cercle comme ça, où une aura apparaît dessus, très bien rendu d'ailleurs, et qui nous servira de marqueur pour voir l'évolution de Tetsuo tout au long du film. Parce que Tetsuo, effectivement, a une aura, il a une empreinte psychique et potentiellement des pouvoirs. Malheureusement, c'est pas bon signe pour la fin du film. C'est pas bon signe pour le milieu du film, et c'est pas bon signe pour Tetsuo en général. On verra pourquoi. Kaneda, responsable de son gang, est très inquiet pour Tetsuo parce que c'est le petit faible du groupe quand même, cherche par tous les moyens à retrouver son ami. C'est Tetsuo en fait qui va réussir à s'échapper de l'hôpital, mais malheureusement, il va pas faire ça sans frais, quoi. Donc, il va réussir à sortir, retrouver ses amis, essayer de se venger avec sa moto, avec la moto de Kaneda. D'ailleurs, crime de lèse-majesté, on ne pique pas sa moto à Kaneda, il ne va pas être content. Mais est-ce que cette histoire-là est intéressante, sachant que dans les 5 minutes, il se fait rattraper par un camion sécurisé on va dire, de la médecine militaire pour repartir et être reséquestré dans l'hôpital militaire. Mais bon, Kaneda est inquiet dorénavant et va par tous les moyens essayer de récupérer Tetsuo. Là, on va voir qu'il y a un switch, il y a quelques lenteurs, d'où le fait que ce soit difficile de le raconter, parce que il faut aussi poser l'ambiance. Et l'ambiance est aussi des fois lardée de lenteur et de silence. Ce qui est constructif, surtout dans la construction du film. Une très bonne phrase d'ailleurs, bien joué, tête de con. C'est comme ça que tu vas garder les gens avec toi. La suite, Tetsuo va être
on va dire, interpellé par les deux petits garçons qui ont été victimes d'expériences il y a longtemps, et une petite fille, lors d'un cauchemar euh, qui va se passer dans la chambre de Tetsuo. Et Tetsuo, dès ce moment-là, va réaliser qu'en fait, il peut avoir plus de pouvoir et qu'il a des pouvoirs lui-même. Dès ce moment-là, la tournure du film annonce l'arrivée d'un nouvel épisode Akira, puisqu'on apprend que l'explosion du début est appelée l'épisode Akira. Et c'est Tetsuo qui va la mener, bon an, mal an, mais en tout cas, le film va vers cette fatalité. On va avoir un nouvel épisode Akira, c'est sûr et certain, et c'est dès ce cauchemar, puis cette scène d'entrée de Tetsuo et des trois enfants, qu'on va comprendre la situation. Pendant ce temps-là, Kaneda a réussi à retrouver Kei. Bien sûr, il la drague d'une manière fabuleuse en défonçant la gueule d'un flic et en tirant une balle dans la tête d'un autre, parce que on n'est pas à ça près en mi de pas chez Kaneda, et dans Akira, on n'est pas là pour se faire des bisous. Et Kei et Kaneda se trouvent avec un groupe de rebelles à essayer de rentrer justement dans l'hôpital militaire. Ils y arrivent, et c'est là où Kaneda retrouve Tetsuo, qui là a pris la confiance, et bien pris la confiance, et dit à Kaneda d'aller un peu se faire foutre, que c'est plus un enfant maintenant, que c'est plus le petit dernier de la bande. Et Tetsuo se casse de l'hôpital en pétant un mur et en se mettant à voler. Parce que pourquoi se retenir, hein? On a de la télékinésie, on vole, on est déjà bien, et on fait des projections d'énergie. En gros, Tetsuo est passé du stade de petit con sans ambition et sans pouvoir en avoir, d'un groupe de motards inexistants au milieu d'une ville écrasante, à celui de super vilain en l'espace de une demi-heure, trois quarts d'heure. On est bien Tintin. Dès ce moment-là, on arrive dans la phase plus rapide du film où on a quand même quelques explications, on va dire, politiques de l'ambiance. Pourquoi est-ce que la ville et sans doute le Japon lui-même est en perdition à travers la tête du Conseil des ministres qui est vraiment dégueulasse, et le seul gars à peu près droit, enfin même plus que droit, mais tellement droit qu'il en est pathétique, parce qu'à part que il ressemble à un immeuble, ce colonel, euh, il est, il est un peu engonçant, quoi. Et la, la, la visite, en fait, du colonel pour aller voir Akira, puisque Akira, en fait, est une grosse balle cryogénisée sous l'ancien stade olympique, et on n'en saura pas plus avant un moment. Euh, et, et la quête, en fait, maintenant de Tetsuo. Tetsuo a lu par télépathie, sans doute par l'un des trois enfants, que Akira existe et il se met en quête de le retrouver. Pendant que Kaneda est en quête de retrouver Tetsuo et de lui calmer sa gueule quand même. Parce que Kaneda n'a absolument aucune notion du fait que Tetsuo devient très 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 costaud. Donc Tetsuo arrive bien évidemment à retrouver Akira en pétant encore une fois un quartier entier de la ville juste par la volonté. Kei, elle, est utilisée par la petite fille comme vecteur de ses pouvoirs, puisqu'elle doit avoir un potentiel un peu médium, et va pouvoir se battre contre Tetsuo pour finalement arriver dans un nouveau stade. Et Tetsuo aura ouvert la boule d'Akira où il y a des fioles. On voit des bouts de moelle épinière, des bouts de tissu humain. Euh, et il est sur son trône avec une cape, parce que bien sûr, en tant que jeune adolescent, il a réussi à se faire, il s'est fait une cape pour faire croire que c'était le nouveau roi ou un super-héros, mais en fait, il est bien fucked up dans sa tête, le pauvre Tetsuo. Ah, et la scène de fin qui
je pense, ne mérite pas d'explication à part entière, parce qu'il faut la voir, c'est beaucoup plus simple, se terminera à nouveau par un phénomène Akira et une explosion de la ville avec au final la survie de Kei, de Kaneda et du colonel. Tout le reste, Tintin, tout le monde crame. Voilà pour Akira, en tout cas dans sa narration rapide et efficace, j'espère. Quelques lenteurs, hein, vous me pardonnerez. J'ai pas scripté cette vidéo parce que, pas par flemme, mais parce que si elle m'entraînait pour la faire avant. Et parce que j'espère bien me faire défoncer dans les commentaires de la vidéo pour apprendre. Parce que c'est par l'erreur et l'échec qu'on devient meilleur. Euh, Comme le dit hein, le proverbe bouddhiste, tout n'est que souffrance. Donc, mater des films hein, pour supporter ça. Après, maintenant, mon analyse du film. Alors, l'analyse du film, il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Euh, Déjà, c'est nihiliste possible. C'est-à-dire qu'à part la toute fin, où il y a 3 survivants sur une ville entière, ou quasiment. Attendez, excusez-moi, j'ai perdu ma clope. Euh, Akira, c'est pas la fête du slip. En même temps, on vient au Japon, où on a 2 vraies bombes qui ont sauté. Là, dans ce monde-là, il y en a une autre qui aurait sauté dans les années 80, mais c'était un phénomène créé par les scientifiques. Donc le nihilisme est prégnant et la fatalité est là. Euh, la science ne va pas être positive. Enfin, vraiment, sur le mythe de la science sans conscience n'est que ruine de l'âme et de la civilisation et de la société. Donc le progrès n'est pas forcément validé par, par le film. Un avis auquel je vais personnellement adhérer, où on pourrait peut-être digérer certaines choses avant de forcément forcer le progrès pour le progrès. C'est-à-dire Confucius qui disait très intelligemment la science est aussi utile à la société qu'un vélo pour un poisson. Mais bon, vérifier mes sources, on ne sait jamais, peut-être que je dis des bêtises. Après, dans son analyse, on peut déjà, cinématographiquement parlant, dire que c'est un film magnifique, extrêmement bien animé pour l'époque, tout fait à la main, une finesse dans les détails et dans les caractères suffisants pour que tout le monde soit lisible et pas trop écrasé. La ville est un personnage à part entière et tout le temps présent en arrière-plan. Alors, soit on est dans les égouts au fin fond de la merde, soit on est dans des strates de gratte-ciel pas possible. Il y a aussi beaucoup de travail sur les lumières, que ce soit sur les motos, sur les effets spéciaux pour les, les, les armes. Euh, tout est beau, même si c'est dur, même si c'est dégueulasse, même s'il y a du sang et des viscères, parce qu'il y a du sang et des viscères. Il ne faut pas se leurrer. J'ai dit, c'est pas un film choucard. Je vous invite encore à aller le voir, hein, bien sûr, ou à vous l'acheter carrément, ou prendre le coffret, parce qu'il y a tellement de trucs, tellement de bonus dedans. Dans n'importe quel des coffrets, vous aurez des bonus intéressants sur ce film. Euh, qui a aussi le mérite qu'on oublie, hein, qu'on n'a pas justement dans les nouveaux films. Il y a des silences dans Akira. Des silences et des lenteurs. C'est bien un peu, hein, le silence. Ça permet de poser les caractères, poser ce qui est raconté. Dans les films, maintenant, vous aurez tout le temps des basses, ou de la contrebasse en fond, ou un peu de musique. Il y aura tout le temps quelque chose pour vous occuper. Je ne veux pas lancer une crotte de nez, ou même si je lançais 2 crottes de nez au film type Marvel, où vous aurez jamais, pendant 2 heures, une seule once de silence. On a l'impression d'être dans une radio, quoi. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur Akira? C'est quand même un vrai film catastrophe dans le plus pur sens du terme. C'est qu'on a peut-être une dizaine de personnages développés, 4-5 développés plus profondément,
et tout le reste, on s'en fout, hein. Il y a des morts tout le temps, il y a des gens qui se font éclater en moto, des gens qui se font tuer par les flics, des gens qui se font écraser par des ponts. Enfin, on est bien. C'est pas, on n'est pas en train de faire à recenser le nombre de morts dans le film, mais globalement, quand on s'intéresse à si peu de personnages avec un élément initial, à savoir l'explosion, euh, si important, on peut se dire qu'à la fin, ça sent du boudin, hein. Et effectivement, ça crame. Alors bizarrement, pendant l'explosion, on n'a pas on ne voit pas de, entre guillemets, de meurtre humain à échelle humaine. C'est juste les immeubles, la ville qui est détruite. Comme si dans la symbolique, en fait, c'était ces sociétés énormes, ces mégalopoles qui font peur à Otomo, en tout cas dans, dans le film, puis même dans sa carrière, tout ce qui était gigantesque et mégalopolitique, euh, mégalopolique, bon, c'est pas un vrai mot de toute façon, euh, l'embêter. Donc c'est pas un film qui se passe à la campagne, hein. On n'est pas en train de cueillir des betteraves et de labourer nos champs tranquillement. Alors peut-être un retour aux sources à travers l'explosion d'une ville entière, je ne sais pas, mais peut-être que ça veut dire ça ou que effectivement la technologie, la science, le progrès pour le progrès de force n'est peut-être pas la solution, mais c'était une proposition d'un film de 88. Hein, peut-être que finalement, au final, euh, je m'énerve un petit peu sur la fin parce que c'est ce thème-là qui m'importe beaucoup, de cette science sans conscience, de ce fatalisme par l'explosion inexorable des sociétés trop grandes euh, et de l'absence de silence dans nos vies. On ne prend plus le temps. Et prenez le temps d'aller voir Akira. Euh, Dites-vous quand même que c'est un film fabuleux à, qui est drôle en plus de temps en temps, qui n'est pas que tristesse et violence, hein. Même si l'ultra-violence est présente et délectable, euh, et justement à fort à propos à chaque fois, c'est pas... Il y en a un petit peu de gratuite aussi, parce que ça fait du bien, et parce que c'est des jeunes adolescents, donc il faut bien que les jeunes aient de l'excitation, hein, quelque part. Hum. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, je pense que j'ai bien fait le tour de mon analyse. Alors, je vérifie mes notes, parce que j'ai quand même des notes, hein. Euh... Ben non, j'ai plus rien. Donc, pour le jeu et pour les quelques personnes qui verront, je vous invite à voir Akira et à trouver qui porte la casquette de Haralé du Dr Slump. Donc ça, c'est vraiment un Easter egg, un œuf de Pâques, comme on dit au cinéma. Alors ça se dit en anglais, hein, j'y peux rien. Donc c'est la mission du jour. Et pour le salut, je vous dirais ben, de rester hardcore toujours. Et un petit geste pour savoir si quelqu'un trouvera d'où vient ce geste de salut. Au revoir à vous et merci encore.